L'histoire qui suit raconte comment le légendaire général d'une division des troupes de marine, ne supportant pas de voir ses soldats agressés par des malfrats, prend la tête d'un commando pour leur donner une leçon inoubliable. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous est précieux. La nuit à Carcassonne était, comme toujours, agitée par la fièvre de la jeunesse. Une ville où les lumières éclatantes du centre-ville moderne, en pleine expansion au cœur de l'Occitanie, contrastaient étrangement avec les faibles lueurs des lampadaires à l'ancienne de la cité médiévale. Et, veillant silencieusement sur une partie de cette ville, la présence du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, les Bérets rouges, rendait l'air de Carcassonne encore plus dense. Sur la place Carnot, au milieu des néons criards des bars et des kebabs, une enseigne délavée, portant les marques du temps, attirait le regard, le Béret rouge. Le nom, peint sans fioriture en lettres blanches sur fond rouge, dégageait cette aura particulière, ce mélange de fierté et d'austérité que seuls les anciens des troupes de marine semblaient pouvoir arborer. Il fallait un certain cran pour oser pousser la porte. Patron, une autre tournée de 50 clés ici. Et double ration de frites. Et les bleus, la bière, c'est au fût, servez-vous. Et les frites, le plat est sur le comptoir. On se croirait à l'hôtel, bande de pachas. Contrairement à son ton bourru, Alain Martel sortit de sa cuisine les mains chargées d'un saladier de frites dorées amoncelées comme une montagne et, en prime, d'une assiette de saucissons secs. Cheveux coupés courts, visage cuivré par le soleil et les années, et un regard perçant, inoubliable. Mais ce regard s'adoucissait toujours lorsqu'il se posait sur les jeunes, en tenue de sortie, qui remplissaient son établissement. « Dis donc, toi, le jeune engagé, tu siffles déjà la bière comme de l'eau? Tu veux embrasser le sol de la caserne pendant le footing de demain matin? Non, mon colonel, c'est que votre poulet frit est trop bon, ça donne soif, répondit un jeune para au visage encore poupin avec une bonne humeur désarmante. Alain esquissa un sourire. Cette jeunesse fougueuse lui rappelait ses propres 20 ans. Un para un jour, para toujours. Sous cette devise à la fois pesante et exaltante, Alain avait passé les 10 dernières années à nourrir les estomacs affamés et à apaiser les cœurs fatigués des soldats du 3 RPIMA. 25 ans. C'était le temps qu'il avait tenu, animé par la seule fierté d'être un officier sorti de Saint-Cyr. Il avait perdu des camarades sous le feu des combats au Sahel, lors de l'opération Barkhane. Il avait passé des nuits blanches à surveiller des frontières hostiles aux confins du monde. Comme chef de groupe commando, il avait repoussé d'innombrables fois les limites de l'endurance humaine. Les cicatrices, petites et grandes, qui marquaient son corps, étaient les médailles de sa jeunesse offertes à la France. Le jour où il avait quitté le service actif avec le grade de lieutenant-colonel, il s'était senti à la fois soulagé, comme s'il déposait un lourd fardeau, et envahi par un vide immense au creux de la poitrine. Un para sans son uniforme, que devient-il? Après mûre réflexion, il avait choisi de rester auprès de ceux qui le portaient encore. Le Béret rouge avait une carte particulière. Il y avait un tarif para. Le prix était presque de moitié inférieur à celui des clients civils. Grâce à cela, pour les soldats aux poches, souvent légères, ce lieu était bien plus qu'une simple rôtisserie. C'était un sanctuaire, le point de départ et d'arrivée de chaque permission. Alors, il paraît que votre fils a été reçu à Saint-Cyr et qu'il a été affecté ici, au régiment? C'est vrai? Demanda un adjudant assis à une table voisine. Alain posa un instant la pince avec laquelle il retournait les poulets et afficha un sourire paternel. Les chiens ne font pas des chats. Après m'avoir coûté une fortune pendant ses études, il a fini par ramper jusqu'à la même caserne que son vieux. Il est chef de section chez les commandos parachutistes, en ce moment. Son fils, Julien. Il était à la fois sa plus grande fierté et sa plus grande inquiétude. Marchant dans les pas de son père. Quand Julien, à peine sorti de l'école, s'était porté volontaire pour les commandos, la section la plus exigeante du régiment, Alain l'avait traité de tête brûlée en public, mais en secret, il avait ravalé des larmes de fierté. La terre et le ciel que j'ai défendus, c'est maintenant mon fils qui les défend. La porte du restaurant s'ouvrit brutalement alors que l'ambiance joyeuse battait son plein. 5 ou 6 hommes, bras tatoués et allure peu engageante, firent irruption. Leur entrée glaça instantanément l'atmosphère bruyante. « Tiens, le colonel. Les affaires marchent bien ce soir. Grâce à nos petits paras, vous devez bien vous en sortir, hein?
Au centre du groupe, un homme arborant une grosse chaîne en or s'installa avec arrogance à la meilleure table, croisant les jambes. C'était Serge Rossi, le chef de main du clan du Pont-Vieux, une bande de malfrats qui prospérait grâce à la spéculation immobilière liée à l'expansion de la ville. Alain fit semblant de ne pas l'entendre, se concentrant sur ses poulets. C'était un secret de polichinelle que Rossi et sa bande racketaient les commerçants du quartier. Ils convoitaient particulièrement le restaurant d'Alain. Un vieil immeuble commercial situé sur un terrain destiné à un projet de développement. Et le restaurant d'Alain occupait le meilleur emplacement. « Colonel, je vous ai fait une proposition l'autre jour. Je vous offre le double pour cette vieille bicoque, alors cédez-la. Bientôt, ils vont construire un complexe de luxe ici, et un boui-boui comme le vôtre ne tiendra pas. Pourquoi vous ne répondez pas? Vendre du poulet pas cher à des troufions, c'est si gratifiant que ça. » Le ton de Rossi monta, et les visages des paras se durcirent. On leur avait appris à éviter à tout prix les altercations avec les civils, mais il leur était difficile de rester impassibles alors que leur ancien, un homme qu'ils respectaient, se faisait insulter. Un jeune soldat, le plus jeune du groupe, serra les poings involontairement. Comme s'il avait lu dans leurs pensées, Alain sortit un poulet du four et le posa sur le comptoir avec un bruit sec. Puis il se tourna vers Rossi. Son regard n'était plus celui du sympathique patron de quartier. Une lueur glaciale, forgée par des décennies à faire face à l'ennemi, brillait dans ses yeux. « Il est temps de sortir de mon établissement, Rossi. Ne gâchez pas la soirée de mes gars. »« Ha! Le vieux para se croit encore en opération au Mali? Colonel, c'est votre dernière chance. Vous avez jusqu'à ce soir pour accepter mon offre. » Rossi se leva et tapota l'épaule d'Alain. Ce dernier ne bougea pas d'un millimètre. Une guerre silencieuse de volonté tendit l'air du restaurant. Les jeunes paras retinrent leur souffle. Rossi fixa Alain un instant, puis afficha un sourire méprisant avant de se retourner. « Bon, pour ce soir, ça ira. J'espère que nos petits paras ne vont pas finir maigres comme des clous en ne mangeant que du poulet. » Accompagnés de rires moqueurs, ils partirent, et la tension retomba. Mais Alain savait que ce n'était pas la fin, seulement le début. Le regard de Rossi était celui d'une hyène ayant repéré sa proie. Il sentait que ses sombres desseins ne visaient pas seulement son restaurant, mais aussi ses fiers cadets qui le fréquentaient. Il regarda par la fenêtre la nuit de Carcassonne. Au loin, les lumières de la caserne du 3 RPIMA scintillaient faiblement. La fierté du béret rouge, pour laquelle il avait tout donné. Il ne tolérerait jamais qu'elle soit souillée par l'argent sale et la violence. Quelques jours après l'avertissement de Rossi, le restaurant d'Alain devint étrangement calme. Les paras, ses clients les plus fidèles, avaient cessé de venir. En se renseignant, il apprit que les hommes de Rossi se postaient aux abords de la caserne et menaçaient ouvertement les soldats qui se dirigeaient vers le béret rouge. Certains auraient même été victimes de provocations et de violences légères. « Père, cédez-leur le restaurant. Ces types ne sont pas des enfants de chœur. Ça va mal finir, » lui dit son fils Julien, sous-lieutenant, venu le voir pendant une permission. Dans les yeux du jeune homme se mêlaient l'inquiétude pour son père et l'impuissance de sa propre situation. « Julien, as-tu oublié qui est ton père? Tu crois que je vais brader la fierté d'une vie par peur d'une bande de voyous? La fierté, c'est une chose, mais votre sécurité passe avant tout. Comment pourrais-je rester sans rien faire en vous voyant menacé par ces gens? Un soldat, et qui plus est un officier, ne doit pas se laisser guider par ses émotions personnelles. Concentre-toi sur ta mission. Ceci est mon combat. » La voix d'Alain était ferme. Mais seul dans son restaurant vide, sa silhouette semblait plus solitaire que jamais. L'incident éclata un vendredi soir. C'était la fin de la formation initiale pour les nouveaux engagés et 3 jeunes soldats, à peine 20 ans, étaient venus avec leurs parents. C'était leur premier repas civil après des mois d'entraînement rigoureux. Touché par ces jeunes qu'il considérait comme ses propres fils, Alain leur servit le plus gros poulet et leur offrit les boissons. « Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiète quand mon fils a dit qu'il s'engageait chez les paras, » dit la mère d'un des jeunes. « Mais en le voyant si épanoui, je suis rassuré. C'est grâce à de bons anciens comme vous. » Alain, modeste, se contenta de sourire. C'était pour des moments comme celui-ci qu'il tenait ce restaurant. L'atmosphère chaleureuse fut brisée par l'arrivée de Rossi et de sa bande. Cette fois, ils étaient bien plus nombreux et visiblement ivres. « Eh bien, colonel, vous n'avez toujours pas compris la leçon. Ambiance familiale ce soir, c'est touchant.
Rossi se dirigea vers la table de la famille et s'assit de force sur une chaise. Les parents, effrayés, agrippèrent le bras de leur fils. « Monsieur Rossi, je vous en prie. »« N'effrayez pas mes clients, » dit calmement Alain. Rossi l'ignora. Il attrapa un morceau de poulet avec les mains et ricana. « Alors c'est ça, le fameux poulet des paras, si on en mange on peut esquiver les balles ?» Puis il jeta l'os de poulet qu'il tenait au visage du jeune soldat. L'os graisseux laissa une tache immonde sur sa tenue de sortie impeccable. « Hey, le bleu! C'est un cadeau d'un ancien. Faut pas faire la gueule. » Insulte et humiliation. Le visage du jeune soldat devint écarlate. Ses deux camarades se levèrent d'un bond, mais furent immédiatement maîtrisés par les hommes de Rossi. « Arrêtez ça tout de suite !» cria Alain en sortant de sa cuisine. Mais deux sbires lui barrèrent la route. « Le patron, tu restes là. Ce soir, les vedettes, ce sont nos petits paras. » Rossi se leva et attrapa le col du jeune soldat. « C'est quoi votre problème, les paras? Vous vous prenez pour des héros avec votre uniforme? Pendant que vous jouez aux soldats, c'est nous qui faisons tourner l'économie de ce pays, bande de nuls. » À cet instant, le jeune soldat, n'y tenant plus, cria « Lâchez-moi !» Ce fut le signal. Le poing de Rossi s'abattit sur son visage. Un bruit sourd, et le jeune homme s'effondra. La mère hurla. Le père cria le nom de son fils. Le restaurant se transforma en chaos. « Espèces de salauds !»« Ta !» Alain repoussa les hommes qui le bloquaient et se jeta sur Rossi. Son corps, affûté par des décennies d'entraînement, réagit comme celui d'un fauve. Son poing frappa la mâchoire de Rossi, mais il était en infériorité numérique. Les hommes de Rossi se ruèrent sur lui. Les coups de pied et de poing pleuvaient. « Père !» La porte s'ouvrit à nouveau. Julien, de retour de permission avec deux autres jeunes officiers, entra. La scène qui s'offrit à ses yeux le fit exploser de rage. Bande de tarés. Julien et ses camarades se jetèrent sur les malfrats sans hésiter. Des officiers paras, l'élite de l'élite. Leurs mouvements n'avaient rien à voir avec ceux des voyous de rue. Le rapport de force sembla s'inverser. Mais Rossi était rusé. Il brisa une bouteille de bière sur une table et se précipita sur Julien. « Julien, attention !» cria Alain. L'attaque était déjà lancée vers le bras de Julien. Au moment où celui-ci esquiva, un des hommes de Rossi le faucha. Julien perdit l'équilibre et tomba. La meute de voyous se déchaîna sur lui. « Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez !» sanglotait la mère du jeune soldat. Sentant que la situation tournait à son désavantage, Rossi fit un signe à ses hommes. « C'est bon pour ce soir, on se casse !» Ils disparurent comme le vent, laissant derrière eux un restaurant saccagé et des gens gémissant de douleur. Alain, sans même penser à essuyer le sang qui coulait de son front, rampa jusqu'à son fils. La tenue de Julien était si souillée de poussière, de graisse et de son propre sang qu'on ne pouvait plus en distinguer la couleur. Peu après, la gendarmerie arriva, suivie de la police militaire de la base. L'affaire prit de l'ampleur. Mais Rossi avait déjà préparé sa défense. Il plaida la légitime défense, affirmant que ce sont les militaires qui les avaient attaqués en premier. Il avait même des témoins, achetés pour l'occasion. L'affaire risquait d'être classée comme une simple rixe, avec violence réciproque. Les jeunes soldats agressés et le sous-lieutenant Julien, bien que victime, apprirent avec amertume qu'ils pourraient faire l'objet d'un conseil de discipline pour atteinte à l'image de l'armée. Pour avoir voulu défendre l'honneur de l'uniforme, il risquait d'être sanctionné par cette même uniforme. Alain, les mains tremblantes, serra la tenue de combat de son fils, étendu sur un lit d'hôpital. Seul le béret rouge, posé à côté, semblait intact au milieu de ces taches infâmes. On aurait dit une larme de sang versée par la fierté bafouée des paras. Ils ne pouvaient pas laisser faire. Ils ne pouvaient pas laisser leur mensonge devenir la vérité. Dans les yeux d'Alain se ralluma la même flamme qu'il avait eue des années plus tôt, sous le feu du désert sahélien. État-major de la 11e, brigade parachutiste, quartier général. Debout devant la large baie vitrée offrant une vue sur les plaines du Lauragais, la silhouette de l'homme était aussi solide qu'une montagne. Le général de division, Philippe de Villiers, une légende vivante des troupes de marine. Sur son bureau, un rapport de la gendarmerie détaillait l'agression collective de militaires au restaurant Le Béret Rouge. Le contenu était accablant. Ces hommes, un jeune officier désengagé d'à peine 20 ans, avaient été lynchés par des voyous. Et pour toute réponse, une conclusion absurde de Rix,
et la possibilité que les victimes soient sanctionnées. Est-ce cela la justice? Nos fils, qui portent l'uniforme pour défendre ce pays, se font tabasser, humilier, et voilà tout ce que leur pays leur offre en retour. Devant le bureau du général se tenait Alain Martel. Le visage tuméfié, il était venu directement de l'hôpital. Sa rage était telle qu'il semblait sur le point d'empoigner le général. En temps normal, un tel comportement l'aurait envoyé directement au cachot. Mais de Villiers encaissait sa colère en silence. Son regard n'exprimait pas la colère, mais une profonde tristesse et un sentiment de culpabilité. « Je suis désolé, Alain. Pour moi, tu es toujours le lieutenant-colonel Martel. Je suis désolé. Je n'ai pas su protéger mes gars. » Les deux hommes étaient frères d'armes depuis 20 ans. À l'époque où de Villiers était chef de corps et Martel commandant d'unité, ils avaient mené des opérations à haut risque côte à côte sur des théâtres étrangers. Ils s'étaient couverts mutuellement, avaient partagé des nuits de veille. Ils étaient plus que des camarades, ils étaient des frères. Et c'était ce frère et son fils, l'un de ses propres officiers, qui avait subi cette humiliation. Ce n'était pas une simple agression. Pour le général de Villiers, c'était une attaque frontale contre son honneur et celui des troupes de marine. Après le départ d'Alain, de Villiers resta longtemps à regarder par la fenêtre. Son regard dépassait les terrains d'entraînement de la brigade, traversait la ville de Carcassonne pour se fixer sur les ruelles sombres où le clan de Rossi faisait sa loi. La loi, la procédure. En tant que soldat, il se devait de les respecter. Mais il ne pouvait rester les bras croisés alors que le sang et les larmes de ces hommes étaient ignorés au nom de cette même loi. « Lieutenant-colonel Moreau, dans mon bureau. » Immédiatement. Sa voix dans l'interphone était basse, calme, mais chargée d'une volonté d'acier. Quelques instants plus tard, le lieutenant-colonel Luc Moreau, chef du groupement des commandos parachutistes, un homme taillé dans le roc, entra et salua impeccablement. C'était l'officier en qui de Villiers avait le plus confiance. « Mon général, vous m'avez demandé ?» De Villiers se leva et pointa une grande carte opérationnelle de Carcassonne accrochée au mur. Son doigt désigna un complexe de loisirs, connu pour être le quartier général du clan Rossi. « Moreau, qu'en pensez-vous » ? Nos frères, nos fils, se sont fait battre comme des chiens en pleine rue. Leurs uniformes ont été déchirés et souillés de sang, et la justice ne semble pas vouloir les protéger. Le lieutenant-colonel Moreau ne dit rien. Mais son regard montrait qu'il avait déjà compris où le général voulait en venir. Son propre cœur bouillait de rage. L'un des jeunes soldats agressés faisait partie de son unité. Ne devrions-nous pas aller nous-mêmes récupérer l'honneur perdu des bérets rouges ? Donnez vos ordres, mon général. À cette réponse, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Villiers. Il retourna à son bureau et sortit une enveloppe du fond d'un tiroir. Elle contenait sa lettre de démission. Il la posa sur le bureau. Une promesse silencieuse qu'il assumerait l'entière responsabilité. Nombre de l'opération, béret rouge. Objectif, le QG du clan Rossi. But, démantèlement de l'organisation et capture du meneur, Serge Rossi. Mais il y a des conditions. De Villiers regarda Moreau droit dans les yeux. Premièrement, aucune victime civile. Absolument aucune. Deuxièmement, notre objectif est de restaurer l'ordre, pas de nous venger. Pas de violence inutile. Neutralisation, pas de blessures graves. Nous devons prouver que nous sommes différents d'eux. Troisièmement, toute l'opération doit être terminée en 20 minutes. Ce n'est pas une mission militaire, c'est un grand nettoyage. C'est clair ? Oui, mon général. Les commandos parachutistes ne connaissent pas le mot impossible. La réponse de Moreau était vibrante. Une chaleur intense monta dans sa poitrine. Voilà la véritable mission d'un para. Cette nuit-là, sous un ciel sans lune, 20 des meilleurs éléments des commandos parachutistes se mirent en mouvement. Le visage couvert de maquillage de camouflage, leurs yeux brillaient d'une lueur froide. Au lieu de fusils d'assaut, ils étaient équipés de matériel de neutralisation non létal. Au lieu de véhicules blindés, ils se déplacèrent dans des véhicules banalisés pour une approche silencieuse. Leur objectif ? Le complexe de loisirs où Rossi et ses lieutenants célébraient leur victoire. Ils ignoraient totalement que les chasseurs les plus silencieux et les plus redoutables du monde fondaient sur eux. Dans son bureau, le général de Villiers écoutait une radio. Dehors, les lumières de Carcassonne s'étendaient à perte de vue. Sous cette apparence de paix, ces hommes commençaient un combat pour leur vie et leur honneur. Même en cas de succès, ils devraient quitter l'armée.
peut être même faire face à la justice, mais il ne regrettait rien. Le poids de l'uniforme ne se mesurait pas au nombre d'étoiles sur les épaules, mais au poids de la responsabilité envers ses hommes. Béret rouge, à vous de jouer. Sa voix, à peine un murmure, résonna comme le premier rugissement d'un dragon prêt à se déchaîner. La riposte secrète et terrible des troupes de marine pour reconquérir la fierté bafouée du béret rouge venait de commencer. Menuet. Le quartier des divertissements de Carcassonne était encore agité par les cris et les rires des fêtards. Au cœur de cette agitation, l'immeuble Golden Palace, un bâtiment de 10 étages. Le royaume de Serge Rossi. Aux 8 et 9 étages, transformé en un luxueux club privé illégal, une fête battait son plein pour célébrer la victoire du clan. Franchement, Serge, c'était magnifique aujourd'hui. T'as vu la tête du vieux colonel et du jeune officier arrogant? La ferme, les gars. C'est pas encore fini. Le plus important, c'est de jouer les victimes parfaites devant les flics. Même en sirotant un whisky hors de prix, le regard de Rossi restait froid. Il n'était pas qu'une brute. C'était un homme d'affaires rusé, expert dans l'art de détruire ses adversaires en exploitant les failles de la loi. Il avait déjà briefé son avocat et préparé les déclarations de ses témoins achetés. Il comptait bien profiter de cette affaire pour racheter le restaurant d'Alain pour une bouchée de pain et infliger une humiliation légale inoubliable aux militaires qui avaient osé le défier. Soudain, les lumières du club clignotèrent, puis s'éteignirent dans un bruit sec. L'obscurité totale. « Merde, c'est une coupure? Appelle la maintenance !» Alors que les membres du clan allumaient la lumière de leur téléphone, ils virent. Sous la faible lueur verte des issues de secours, des ombres noires se tenaient derrière eux, aux fenêtres, à chaque sortie. Des silhouettes fantomatiques qui n'étaient pas là une seconde plus tôt. On aurait dit que l'obscurité elle-même s'était matérialisée. C'étaient les commandos parachutistes, le visage masqué par le camouflage. « C'est qui ces mecs ?» Le premier à réagir hurla et attrapa une bouteille sur une table. Mais avant même qu'il ait pu lever le bras, une ombre glissa vers lui et, d'un geste précis, lui tordit le poignet et le coude. L'homme s'effondra sans un cri, un bâillon déjà dans la bouche. Tout s'était passé en une fraction de seconde. Ce fut le début. Les commandos se dispersèrent. Par groupes de 2 ou 3, ils se déplaçaient avec une précision chirurgicale, impitoyable, comme une page d'un manuel d'entraînement. Aucune hésitation, aucune émotion. Seulement un algorithme de neutralisation, répété des milliers de fois. Ici, un commando esquivait un coup de poing, passait dans le dos de son adversaire et exerçait une pression précise sur sa carotide, le faisant perdre connaissance instantanément. Là, un autre fauchait la jambe d'un malfrat qui tentait un coup de pied, puis immobilisait ses chevilles au sol avec ses lourdes rongeurs avant de lui lier les mains avec des serre-câbles. Cris, résistance, riposte. Tout était vain face à la violence efficace des commandos. Ce n'était pas un combat. C'était une neutralisation, une opération de police de l'ordre. La démonstration brutale de l'écart fondamental entre des voyous de rue et l'arme de guerre la plus affûtée que la nation puisse produire. En moins de 5 minutes, les dizaines de membres du clan gisaient au sol. Dans le salon VIP au fond, Rossi, qui observait la scène sur des écrans de surveillance, était blême de terreur. D'une main tremblante, il composa le dicept. « Allô, la police! Il y a des hommes armés !» Il ne put finir sa phrase. La lourde porte blindée de la pièce fut arrachée de ses gonds dans un fracas assourdissant. Derrière, se tenait une silhouette encore plus imposante que les autres. Le lieutenant-colonel Luc Moreau. « C'est toi, Serge Rossi ?» Moreau entra lentement. Il n'avait aucune arme à la main. Mais son seul regard suffisait à couper le souffle de Rossi. « Qui êtes-vous »« J'ai appelé la police. Vous êtes fini. » Rossi attrapa un pistolet à gaz d'alarme sur son bureau et le pointa sur Moreau. « N'avancez pas. Je tire. » Moreau ne s'arrêta pas. Au moment où Rossi appuya sur la détente, il pivota légèrement pour éviter le tir, prit appui sur la table et bondit. En l'air, son pied frappa avec une précision parfaite le poignet de Rossi. Le pistolet vola. En atterrissant, Moreau enchaîna sans la moindre hésitation. Le tranchant de sa main frappa la nuque de Rossi. Avec un grognement sourd, le colosse s'effondra. Moreau le souleva par le col et lui murmura à l'oreille, d'une voix que lui seul pouvait entendre, « Et c'est toi qui oses juger le poids de l'uniforme ?»
15 minutes après le début de l'opération, l'immeuble était entièrement sous le contrôle des bérets rouges. Les commandos trouvèrent dans le bureau de Rossi des registres de prêts illégaux, de la drogue et une liste de pots de vin versés à des fonctionnaires locaux. Ils disposèrent toutes les preuves bien en évidence. Une fois la mission terminée, Moreau donna son dernier ordre. On laisse une trace. Un commando sortit délicatement quelque chose de son sac. C'était une veste de treillis, propre et parfaitement pliée. Ils la déposèrent au centre de la pièce, au milieu des corps neutralisés des membres du clan disposés en cercle. Et par-dessus, ils placèrent une bande patronymique sur laquelle était brodé en fil rouge le nom « Julienne Martel ». L'honneur bafoué avait retrouvé sa place, par la force. On décroche. Sur l'ordre bref de Moreau, les commandos disparurent dans la nuit aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Comme dans un rêve d'une nuit d'été. Exactement 5 minutes après leur départ, le son strident des sirènes déchira le silence de la nuit. C'était la police, répondant à l'appel anonyme d'un agent de renseignement des commandos depuis une cabine téléphonique. Le lendemain matin, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Le QG d'un clan de Carcassonne dévasté par un mystérieux commando. Le clan Rossi, de victime à coupable. Des preuves de trafic découvertes, tous les membres en garde à vue. Un treillis militaire laissé sur place. Qui est derrière cette opération? Les chaînes d'infos en continu tournaient en boucle. Les enregistrements de vidéosurveillance avaient été délibérément effacés. Les membres du clan, interrogés, ne faisaient que bredouiller des histoires confuses, parlant de fantômes. La police, tout en étant stupéfaite par la quantité de preuves criminelles, était furieuse de cette ingérence militaire flagrante sur son territoire. L'affaire fut immédiatement transférée au ministère des Armées. Au sein de l'armée, et particulièrement à l'état-major des troupes de marine, c'était la panique. Le ministre des Armées, furieux, ordonna que les responsables soient identifiés et sanctionnés de manière exemplaire. Tous les regards se tournèrent vers la 11e brigade parachutiste. « Mon général, êtes-vous sûr de vous » demanda le chef d'état-major de la brigade, le visage sombre. Le général de Villiers, en tenue de combat impeccable comme chaque jour, était assis à son bureau. Son visage était calme, comme l'œil d'un cyclone. Toute la responsabilité incombe au commandant. « C'est moi. » N'en parlons plus. Il était prêt. Dans l'après-midi, des enquêteurs de la gendarmerie se présentèrent à son bureau. « Mon général de Villiers, nous vous informons que vous êtes considéré comme le principal responsable dans l'affaire de l'intrusion et des violences commises dans un établissement civil à Carcassonne. Vous êtes relevé de votre commandement avec effet immédiat et nous devons vous escorter à Paris pour les besoins de l'enquête. » Tous les officiers présents retinrent leur souffle. Un général, après une vie de service, était traité comme un criminel. De Villiers se leva sans résistance. Il détacha lui-même les étoiles de ses épaulettes et les posa doucement sur son bureau. Enfin, il se tourna vers ses subordonnés et dit d'une voix basse mais puissante, « Un soldat des troupes de marine défend son honneur lui-même. Vous avez tous été les meilleurs soldats de France. Merci. » Au moment où le général de Villiers quitta son bureau, escorté par les gendarmes, des centaines de soldats de la brigade, alignés dans les couloirs, se mirent au garde à vous et le saluèrent. Leurs yeux étaient remplis de larmes. Ce n'était pas un simple salut à un supérieur. C'était un hommage sincère de respect et de gratitude envers le héros qui avait défendu leur dignité bafouée. Au même moment, dans une chambre d'hôpital, Alain Martel et son fils Julien regardaient les informations en silence. La main d'Alain, tenant la télécommande, tremblait. « Philippe, espèce d'idiot !» Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. À cause de lui, à cause de son restaurant, son frère d'armes de toujours avait tout perdu. La culpabilité et le remords lui déchiraient le cœur. « Père !» dit Julien d'une voix tremblante depuis son lit. Son bras, lacéré par la bouteille brisée de Rossi, était bandé. « Le général s'est battu pour nous. Il s'est battu pour l'honneur des troupes de marine. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. C'est ce que vous m'avez appris. C'est ça, être un para. En entendant ces mots, Alain releva la tête. Le regard de son fils était inébranlable. À cet instant, Alain comprit. Il ne devait pas s'effondrer. Il ne devait pas laisser le sacrifice de Villiers être vain. Le combat n'était pas terminé. C'était maintenant à son tour, et à celui de tous les anciens bérets rouges, d'entrer dans la bataille. Pendant ce temps, dans une cellule de garde à vue, Serge Rossi tremblait de rage.
L'attaque de l'armée avait anéanti son organisation et fait de lui un criminel aux yeux du public. Il exigea de voir son avocat, hurlant qu'il allait porter plainte contre le général de Villiers pour tentative de meurtre et insurrection. Il espérait retourner l'opinion publique en sa faveur en présentant cette affaire comme un acte de violence aveugle de l'armée. Mais, contre toute attente, l'opinion publique commença à évoluer dans une direction inattendue. Au début, les critiques fusaient contre l'abus de pouvoir de l'armée. Mais lorsque les détails des méfaits du clan Rossi et de l'agression subie par Alain et son fils furent révélés par les médias, le ton changea. Le général qui a sacrifié ses étoiles pour protéger ses soldats. Simon. La justice du terrain plus rapide que celle des tribunaux, qui a raison? Les gens se passionnèrent pour l'histoire de ce soldat qui avait tout risqué pour une justice que la loi et les institutions ne pouvaient garantir. L'annonce de la destitution du général de Villiers ne fit que jeter de l'huile sur le feu. L'œil du cyclone était en train de donner naissance à une tempête encore plus grande. La destitution du général de Villiers n'était qu'un début. Le ministère des Armées, qualifiant l'affaire de déshonneur sans précédent pour l'institution, annonça officiellement qu'il serait traduit devant un tribunal militaire. Les chefs d'accusation étaient graves. Abus d'autorité, ordre de mission illégale, séquestration et incitation à la violence. Une peine de prison ferme semblait inévitable. Les médias le dépeignaient comme un soldat dangereux, se plaçant au-dessus des lois. Le gouvernement et le haut commandement militaire cherchaient à se désolidariser de lui. L'institution qu'il avait servi toute sa vie lui tournait maintenant le dos. Mais les troupes de marine n'allaient pas l'abandonner. Le premier à agir fut Alain Martel. Dès sa sortie de l'hôpital, il contacta les amicales d'anciens combattants des troupes de marine de toute la France. « Camarades, notre frère, notre fier général, est sur le point de perdre son uniforme pour avoir protégé nos jeunes. Si nous ne le défendons pas, qui le fera? Un para un jour, para toujours. » Son appel vibrant enflamma le cœur des anciens combattants à travers le pays. Des vétérans d'Indochine aux cheveux blancs aux jeunes fraîchement revenus à la vie civile, des centaines de milliers de bérets rouges commencèrent à se mobiliser. Sur Internet, la vague fut instantanée. Une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, intitulée « Sauver l'honneur du général de Villiers », recueillit plus de 200 000 signatures en une seule journée. Les forums militaires et les réseaux sociaux furent inondés de messages de soutien au général et de critiques envers le gouvernement. On laisse les voyous qui tabassent nos soldats en liberté et on envoie en prison le général qui les a défendus? C'est ça? La justice? Mon fils est aussi à l'armée. Avec un chef comme ce général, je dormirai tranquille. Le modeste restaurant d'Alain devint le quartier général officieux du mouvement de soutien. Des anciens de toute la France venaient déposer des dons, et les habitants du quartier remplissaient le restaurant pour acheter ne serait-ce qu'un poulet de plus. Sur un mur, des post-it avec des messages de soutien commençaient à s'accumuler sous une bannière. À notre héros, le général de Villiers. Ce mouvement eut également un impact sur les soldats d'active. La conscience des commandos qui avaient mené l'opération était particulièrement tourmentée. « Mon lieutenant-colonel, on ne peut pas rester sans rien faire. Nous devons dire la vérité. Nous devons témoigner des raisons qui ont poussé le général à nous donner cet ordre, dit un jeune sous-officier à Luc Moreau. Il était le supérieur direct du jeune soldat qui avait été humilié par Rossi. Le cœur de Moreau était tout aussi déchiré. Mais il était un soldat. Il devait obéir aux ordres. Avant d'être emmené, De Villiers lui avait dit « Vous, votre devoir est de commander votre unité jusqu'au bout. C'est mon dernier ordre. Attendez le bon moment. » « Notre combat n'est pas terminé, » répondit Moreau pour apaiser ses hommes, tout en affûtant ses propres armes en silence. Le vent du changement commença aussi à souffler à l'Assemblée nationale. Un jeune député de l'opposition, lui-même ancien officier des troupes de marine et connu pour son engagement sur les questions de droit des militaires, s'intéressa à l'affaire. Lors d'une séance de la Commission de la Défense, il interpella vivement le ministre des Armées. « Monsieur le ministre, quel est le plus grand ennemi de nos soldats? L'ennemi extérieur ou l'indifférence de notre propre société qui ne les respecte pas? Où était l'État lorsque ces jeunes en uniforme se faisaient agresser en pleine rue? Je suis consterné par l'attitude du ministère qui, pour se protéger, est prêt à sacrifier un officier général honorable. » Son intervention, retransmise en direct, trouva un large écho dans l'opinion publique.
Il créa sa propre commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les liens entre le clan Rossi, les notables locaux et la police. L'affaire n'était plus le procès d'un seul homme. Elle devenait un conflit majeur entre l'honneur militaire, les droits des soldats, la justice de la loi et le sentiment populaire. Dans une résidence militaire isolée où il était consigné, De Villiers observait tout cela en silence. Il était seul, mais il n'était pas abandonné. Les étincelles qu'il avait allumées se rejoignaient pour former un immense brasier. Cette nuit-là, des dizaines de vétérans se rassemblèrent devant sa résidence. Vêtus de leurs anciens uniformes, ils ne scandaient aucun slogan. Ils se contentèrent de saluer en direction de la fenêtre du général et restèrent là, immobiles, toute la nuit, comme des sentinelles silencieuses. Leur silence était plus puissant que n'importe quel cri, résonnant lourdement dans la nuit de la République. Tribunal militaire de Paris, le lieu le plus solennel de la justice militaire française. Les murs froids de marbre et les hauts plafonds semblaient vouloir étouffer l'accusé. Assis sur le banc, De Villiers ne portait pas l'uniforme, mais un costume civil qui semblait étranger. Les étoiles avaient disparu de ses épaules, mais son dos était plus droit que jamais. La cour était composée de l'élite du corps judiciaire militaire. Leurs visages étaient impassibles, reflétant non pas l'émotion, mais la froideur de la loi et des principes. Le procureur militaire dépeignit De Villiers comme un homme dangereux qui avait bafoué l'état de droit et utilisé l'armée comme sa milice personnelle. Il lut l'acte d'accusation d'une voix cinglante. L'accusé, Philippe De Villiers, a abusé de sa position de général de division pour engager ses subordonnés dans une mission illégale, a violé une propriété privée et a incité à commettre des violences sur des civils. Ceci constitue une violation du devoir de neutralité politique de l'armée et une atteinte aux fondements de l'ordre juridique de la nation. Il s'agit d'un crime d'une extrême gravité. Dans le public, Alain Martel serra les poings. Il ne pouvait accepter de voir un héros qui avait consacré sa vie au pays être traité comme un vulgaire criminel. Le premier témoin de l'accusation fut Serge Rossi. Il était passé maître dans l'art de jouer la victime. Vêtu d'un costume impeccable, le bras en écharpe, il décrivit la nuit de l'opération avec une expression de terreur et d'injustice. Des commandos non identifiés ont fait irruption et nous ont attaqués sauvagement, moi et mes employés. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des bêtes. Ils ne nous ont rien demandé, ils nous ont frappés sans raison. Nous ne sommes que des hommes d'affaires. L'armée a-t-elle le droit de piétiner ainsi des civils ? Je fais encore des cauchemars de cette nuit. Son témoignage mensonger et manipulateur fit murmurer la salle. L'avocat de Villiers commença son contre-interrogatoire. « Monsieur Rossi, est-il exact que quelques jours avant cet incident, vous avez provoqué une altercation dans le restaurant de Monsieur Martel et agressé des militaires en service ?» « Je ne me souviens pas. Il y a peu, être eu une petite bousculade due à l'alcool, mais je n'ai agressé personne. » Un parjure éhonté. Mais le procureur le protégeait habilement, et la cour semblait donner du poids à son témoignage. Le procès tournait clairement en défaveur de Villiers. Le lendemain, ce fut au tour d'Alain Martel de témoigner pour la défense. Il portait un costume usé mais propre. Sa main, rude et cailleuse, tremblait légèrement en prêtant serment. « Témoin, quelle est votre relation avec l'accusé, Philippe De Villiers ?» demanda le procureur d'un ton acéré. Alain ne regarda pas la cour, mais De Villiers, assis sur le banc des accusés. « C'est mon frère d'armes. Un frère d'armes qui m'a sauvé la vie, un commandant qui a protégé mon fils, et mon ami pour la vie. Ce qui signifie que votre témoignage est susceptible d'être partial, » ricana le procureur. Alain l'ignora et commença son récit. Il raconta comment la bande de Rossi avait menacé son commerce, comment de jeunes engagés avaient été humiliés devant leurs parents, et comment son propre fils était tombé en sang sous les coups face à l'inaction des premières forces de l'ordre. « Monsieur le Président, j'ai servi mon pays toute ma vie et on m'a appris à respecter la loi. Mais où était la loi quand mon fils et mes cadets se faisaient battre comme des chiens sous mes yeux? Où était l'État quand leurs uniformes étaient déchirés et souillés de sang? » Sa voix résonna dans tout le tribunal. Le général De Villiers, non, mon ami Philippe, n'a fait que protéger des enfants que l'État avait abandonnés, dans un lieu où la loi ne s'appliquait plus. Un para n'abandonne jamais les siens. Il n'a fait que son devoir de para. Alain sortit de sa poche une bande patronymique rouge froissée. Celle de son fils Julien, encore légèrement tachée du sang de cette nuit-là. Connaissez-vous le poids de cet insigne? Ce n'est pas juste un nom.
C'est la fierté de centaines de milliers de soldats qui ont donné leur jeunesse à la France. C'est la promesse de protéger ses frères d'armes au péril de sa vie. L'accusé n'est coupable que d'avoir tenu cette promesse. Le cri d'Alain déchira le silence de la salle. Des sanglots éclatèrent dans le public. Le procureur, décontenancé, tenta de discréditer son témoignage. Témoin, nous ne sommes pas ici pour faire dans le sentimentalisme. Est-ce que cela justifie que l'accusé viole la loi et mobilise l'armée? Je n'ai pas dit que c'était juste, hurla Alain. Mais mon ami, qui a tout perdu pour protéger mes gars, ne mérite pas d'être traité de la même manière que cette racaille. Si c'est ça, la justice de ce pays, alors je ne reconnais pas cette justice. Le président du tribunal le rappela à l'ordre, mais le dernier cri d'Alain s'était déjà gravé dans le cœur de tous les présents. Légalement, De Villiers était toujours en mauvaise posture, mais la balance de la justice commençait à pencher, invisiblement mais sûrement. Ce jour-là, à la sortie du tribunal, des citoyens s'étaient rassemblés avec des pancartes « Courage, mon général !». Le combat à l'intérieur du prétoire se propageait maintenant à l'extérieur. Le témoignage d'Alain Martel avait enflammé l'opinion publique, mais il ne suffisait pas à inverser le cours du procès. Le procureur militaire, arguant que le sentiment populaire et la loi étaient deux choses distinctes, intensifia sa pression sur De Villiers. Pour l'audience suivante, il cita comme témoin le lieutenant-colonel Luc Moreau, celui qui avait mené l'opération. Son but était de clouer De Villiers au pilori en utilisant le témoignage de l'exécutant direct de ses ordres illégaux. Luc Moreau était en proie à un profond dilemme. Il devait obéir au dernier ordre de Villiers, celui de protéger son unité. Mais s'il se taisait, le général qu'il vénérait serait déshonoré à vie. Quelle était la meilleure façon de protéger l'honneur de son chef? Sa décision fut prise après avoir reçu un contact secret du bureau du député qui enquêtait sur l'affaire. Son équipe, en suivant les flux financiers du clan Rossi, avait découvert des preuves de rencontres régulières et de versements de sommes importantes à des hauts gradés de la police locale et à des politiciens. Le puzzle s'assemblait. L'inertie de l'enquête initiale et l'arrogance de Rossi avaient une explication. « Mon lieutenant-colonel, nous allons préparer le terrain. Nous avons besoin de votre témoignage et de celui de vos hommes. Criez la vérité à la face du pays, » lui proposa le député. C'était un pari risqué. Mais Moreau n'hésita plus. Le matin de l'audience suivante, le parvis du tribunal militaire était bondé de journalistes. Soudain, un groupe de militaires en formation impeccable s'avança vers l'entrée. C'était le lieutenant-colonel Luc Moreau, en tenue de cérémonie, suivi de ses 20 commandos, ceux-là même qui avaient participé à l'opération. La scène devint chaotique. Des dizaines de micros et de caméras se tendirent vers eux. Moreau, imperturbable, sortit un communiqué de presse. « Je suis le lieutenant-colonel Luc Moreau, commandant le groupement des commandos parachutistes. Aujourd'hui, mes hommes et moi avons décidé d'oublier un instant notre devoir de réserve pour témoigner de la vérité devant le peuple français. » Les flashs crépitaient. Le mois dernier, nous avons mené l'opération Béret Rouge à Carcassonne. Cette opération a été menée sur ordre du général De Villiers. Mais je tiens à le dire clairement. L'ordre du général n'était pas un ordre de violence illégale. Moreau énonça distinctement les 3 conditions fixées par De Villiers. Pas de victimes civiles, pas de violence superflue, restauration de l'ordre. Le général a tout risqué pour une seule chose. Restaurer l'honneur bafoué de l'armée et protéger ces hommes que la loi avait abandonnés. Si cet ordre est illégal, alors nous qui l'avons suivi sommes tous complices. Nous sommes prêts à accepter n'importe quelle sanction aux côtés de notre général. Ah! À la fin de son discours, les 20 commandos derrière lui crièrent d'une seule voix puissante. « Nous assumerons toutes les responsabilités avec notre général. » La scène était sans précédent. Des soldats d'une unité d'élite se livraient à un acte de quasi-insubordination collective pour défendre leur chef. Les images, retransmises en direct, secouèrent la France entière. Ils prouvaient au monde entier que ce qui les guidait n'était pas le froid règlement, mais la chaleur de l'honneur et de la fraternité d'armes. Le ministère des Armées fut pris de court. Le procureur annula l'audition de Moreau et demanda un report. La situation leur échappait complètement. Cet après-midi-là, le tribunal, après de longues délibérations, annonça sa décision. Il acceptait de citer le lieutenant-colonel Moreau comme témoin et d'examiner officiellement les preuves de corruption fournies par la commission d'enquête parlementaire. La porte de la vérité
jusqu'alors fermées, commençaient enfin à s'entr'ouvrir. L'atmosphère de la nouvelle audience était radicalement différente. Le public était composé d'une foule d'anciens combattants et de citoyens soutenant de Villiers. Sur les visages des juges, la froideur avait laissé place à une expression de gravité et de profonde réflexion. À la barre des témoins, Luc Moreau était calme. Il répondit à chaque question incisive du procureur sans jamais vaciller, décrivant avec précision le déroulement de l'opération et les ordres de Villiers. Pour finir, il sortit un petit sachet en plastique et le présenta comme pièce à conviction. C'était la bande patronymique de Julien Martel, celle qu'ils avaient laissée sur place. C'est la seule trace que nous ayons laissée. Nous voulions prouver que notre but n'était pas une vengeance personnelle, mais bien de restaurer l'honneur souillé des troupes de marine. Après l'audition de tous les témoins, vint le moment de la dernière déclaration de l'accusé. Tous les regards se tournèrent vers de Villiers. Il se leva et, d'une voix lente mais puissante, s'adressa à la cour. « Monsieur le Président, j'ai servi la France pendant 35 ans comme soldat des troupes de marine. J'ose affirmer que pas une seule fois je n'ai eu à rougir de l'uniforme que je portais. Il ne n'y a pas les faits qui lui étaient reprochés. J'ai enfreint la loi. J'ai franchi une ligne que, en tant que soldat, je devais respecter. Je le reconnais et n'ai nulle intention d'échapper à la sanction. » Un silence de mort régnait dans la salle. Mais je voudrais poser une question. Où est la loi pour les soldats? Où est la loi qui protège ces jeunes gens prêts à sacrifier leur vie pour la nation lorsqu'ils se font insulter et agresser en pleine rue? Existe-t-il une loi qui relève l'honneur de l'uniforme lorsqu'il est traîné dans la boue? Sa voix s'éleva. Ce n'était plus la plaidoirie d'un homme, mais le cri de tous les soldats du pays. En tant que commandant, j'ai dû faire un choix. Me cacher derrière des textes de loi froids et ignorer les larmes de sang de mes hommes, ou bien prendre le risque de perdre mon uniforme pour devenir leur bouclier? J'ai choisi la seconde option. J'ai choisi mes hommes. J'ai choisi l'honneur des troupes de marine. C'est le credo de toute ma vie, l'esprit que l'on m'a enseigné. Il balaya du regard Alain Martel, assis dans le public, et ses propres hommes, les larmes aux yeux. Si je devais revivre cette journée, je ferais exactement le même choix. Si c'est cela mon crime, alors je le porterai toute ma vie comme ma plus belle décoration. J'ai terminé. À la fin de sa déclaration, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle, comme un seul homme. Malgré les rappels à l'ordre du président, les applaudissements durèrent de longues minutes. Enfin, le jour du verdict final, le président lut lentement le jugement. L'accusé, Philippe de Villiers, est reconnu coupable d'abus d'autorité et d'ordre de mission illégale sur une partie des faits. Des murmures de déception parcoururent le public. Mais le juge poursuivit. Cependant, la Cour prend en considération les circonstances exceptionnelles qui ont conduit l'accusé à commettre ces actes. Face à la défaillance des institutions, sa motivation purement désintéressée, visant à protéger ses subordonnés et à restaurer l'honneur de l'armée, ne saurait être blâmée. De plus, tenant compte de sa vie entière consacrée au service de la nation et du fait qu'il a déjà perdu toutes ses fonctions, la Cour condamne l'accusé Philippe de Villiers à une peine de prison avec sursis. Coupable sur le plan légal, mais innocent sur le plan moral. C'était le jugement le plus juste que la Cour pouvait rendre. Lorsque de Villiers sortit du tribunal, des milliers de personnes l'attendaient scandant son nom. Il n'avait plus d'étoiles sur ses épaules. Mais il était devenu un véritable héros, gravé à jamais dans le cœur du peuple. Au milieu de la foule, Alain Martel s'approcha de lui. Les deux vieux soldats s'étreignirent sans un mot. Des décennies de fraternité d'armes se fondirent dans cette étreinte. Au loin, sur le toit du tribunal, le drapeau tricolore flottait fièrement aux côtés de l'ancre d'or des troupes de marine. Le dernier rugissement du vieux lion avait laissé un écho profond et clair dans la conscience de la nation. 1 an s'est écoulé depuis la fin du procès. L'affaire du général des Bérets Rouges s'estompait peu à peu dans la mémoire collective. Mais les ondes de choc de son rugissement avaient laissé des traces profondes dans la société. Serge Rossi et les membres de son clan furent lourdement condamnés grâce aux preuves supplémentaires révélées lors du procès de Villiers. Les policiers et politiciens corrompus qui leur étaient liés furent également jugés et le réseau mafieux qui gangrenait la région de Carcassonne fut déraciné. La justice, bien que lente, avait fini par triompher. Le plus grand changement eut lieu à l'Assemblée nationale.
Une loi spéciale sur la protection des droits et de l'honneur des militaires, surnommée la loi Béret Rouge, fut adoptée à une écrasante majorité. Désormais, en cas d'agression d'un militaire par un civil, la gendarmerie serait habilitée à intervenir dès les premières étapes de l'enquête. Un système de soutien juridique et médical pour les militaires victimes, financé par l'État, fut également mis en place. Le sacrifice d'un seul homme était devenu le bouclier de centaines de milliers de soldats. À Carcassonne, le Béret Rouge n'était plus un simple restaurant. Grâce à l'aide d'anciens combattants et de sympathisants, il avait été rénové et agrandi. Un mur entier était désormais un petit mémorial, couvert des post-it et des photos de l'époque du mouvement de soutien. Le lieu était devenu un carrefour où se croisaient non seulement les paras et leurs familles, mais aussi des citoyens ordinaires, venus écouter cette histoire. « Père, je suis là. » Un jeune homme arborant fièrement les galons de capitaine des troupes de marine entra, suivi de 2 jeunes lieutenants. En un an, Julien était devenu un officier encore plus solide et respecté. « Ah, te voilà, fiston! Installez-vous à la grande table là-bas. Le poulet arrive. » Monsieur, Alain Martel était toujours aussi bourru, mais il ne pouvait cacher le large sourire qui illuminait son visage. Il était devenu l'une des figures les plus célèbres et respectées de Carcassonne. À la télévision du restaurant, le journal du soir était diffusé. Le Centre de défense des droits des anciens combattants, fondé par l'ancien général de division Philippe de Villiers, a été officiellement inauguré aujourd'hui. Le centre offrira une aide juridique et un soutien à la réinsertion pour les militaires rencontrant des difficultés après leur retour à la vie civile. À l'écran, Philippe de Villiers, en costume, expliquait la mission de son centre avec un visage beaucoup plus serein qu'auparavant. Il avait échangé ses étoiles contre une nouvelle mission. Penser les blessures de l'âme de ses frères d'armes. Le lieutenant-colonel Luc Moreau et ses commandos avaient écopé d'un simple blâme, la sanction la plus faible possible, pour manquement à la discipline. Mais au sein des troupes de marine, ils étaient devenus des légendes vivantes. Leur histoire était devenue un cas d'école informel dans les centres de formation, et leur courage, celui d'avoir choisi l'honneur avant l'obéissance, était gravé dans le cœur de chaque nouvelle recrue. Ce soir-là, alors que le restaurant s'apprêtait à fermer, un homme entra. C'était Philippe de Villiers. « Alain, pas encore fermé ? » ?»« Philippe, qu'est-ce que tu fais là à cette heure ? Tu aurais pu prévenir. » Alain enleva son tablier et l'accueillit chaleureusement. Les 2 vieux amis s'assirent à une petite table. Alain apporta un poulet rôti fumant et 2 bières fraîches. « Alors le centre, ça marche ? Grâce à toi, j'ai tellement de visites que je ne sais plus où donner de la tête. Ils te remercient tous. Ils disent que c'est rassurant de savoir que des gens comme toi existent. » « Tsas, ce n'est pas moi, c'est toi qui as changé les choses. » Ils restèrent un moment en silence à regarder le mur couvert de photos et de messages. C'était le témoignage de la solidarité d'un peuple dans l'épreuve. « Tu n'as pas de regrets, Philippe ?» demanda prudemment Alain. « Une vie entière consacrée à l'armée, un départ sans les honneurs, un procès. » De Villiers sourit et leva son verre. « Des regrets ? Pas le moindre. Ces étoiles que j'ai perdues, ces médailles, je suis bien plus fier de voir le sourire de ces jeunes. » Son regard se tourna vers un groupe de jeunes paras qui dévoraient leur poulet en riant aux éclats. Leur rire, leur jeunesse pleine de vie. C'était tout ce qu'il avait voulu protéger. Mais un lion loin de la savane ne se sent-il pas seul ? « Qui a dit que j'avais quitté la savane ?» répondit de Villiers en regardant par la fenêtre. « Je suis simplement entré dans un océan plus vaste. Maintenant, je dois être un phare pour bien plus de navires. Crier les vagues, c'est désormais le travail de ces jeunes. » Leurs verres s'entrechoquèrent. À ce moment-là, un tout jeune engagé, visiblement en première permission, entra timidement dans le restaurant. Il regarda moins le menu que les photos sur le mur, les yeux écarquillés. Il était visiblement ému de se trouver sur les lieux d'une légende. En le voyant, Alain se leva avec un sourire bienveillant. « Bienvenue, para. Tu as faim ? Viens t'asseoir. Ce soir, c'est le patron qui t'offre le plus gros poulet. » L'histoire était terminée, mais une nouvelle histoire commençait. La fierté du Béret Rouge n'était plus l'affaire de quelques-uns, mais la promesse de tous veillant sur les nuits du pays. Les vagues d'espoir laissées par le vieux lion retourné à la mer ne s'arrêteraient jamais de déferler.